Bonjour à tous et une bien bonne année 2015. L'année 2014 c'est terminé, vous aurez remarqué que les décorations de Noël sont parties désormais. J'ai quand même laissé un petit peu la guirlande, je trouve ça plutôt joli. Je me dis que ça fait déjà un truc sympa dans le cadre, puis ça me fait une lumière sympa, donc voilà, je vais essayer de voir. C'est donc le moment de faire le bilan, c'est le moment de voir ce qui va se passer l'année prochaine, et c'est le moment bien sûr des tops et des flops que vous m'avez réclamé toute l'année. Donc je suppose que vous devez pas mal les attendre. Des tops et des flops assez intéressants, parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver les mauvais films. On va commencer par ça. J'ai eu beaucoup de mal à compléter cette liste. Il y en a 5 dont j'étais sûr qu'ils allaient y être. Et après, il a vraiment fallu trouver de quoi combler, sauf un cas particulier. C'est le numéro 9, on va y venir très vite. Mais vraiment, ça a été compliqué pour moi. Je trouve que l'année de cinéma a été plutôt bonne. J'ai pas vu de gros gadins, j'ai pas vu de grosses bouses. Je suis pas sorti de beaucoup de films en me disant mon Dieu mais c'était une merde ou quelque chose dans ce genre-là. Ça m'est plutôt arrivé au début de l'année d'ailleurs qu'à la fin, en plus. Et vraiment plutôt un cinéma, même si c'était mauvais, c'était pas mauvais. C'était acceptable quoi, c'était correct et je savais très bien qu'il y avait plein de gens qui allaient pouvoir entrer dedans. Mais je me suis pas tombé sur des bouses ultimes ou un truc dans ce genre-là. Donc je trouve que l'année de cinéma a été plutôt bonne, y compris au milieu du cinéma français, parce que il y a plein de films français dans ce classement, aussi bien dans les meilleurs que dans les pires. Avant de commencer, je tiens à rappeler, bien entendu, que ces tops et ces flops sont des tops personnels qui concernent les films que j'ai vus cette année. J'ai donc répertorié les 154 films que j'ai vus cette année au cinéma, et j'ai fait mon classement à partir de là. Ce qui veut dire que non, je n'ai pas oublié de parler de tel film. Il y en a plein qui disent t'as oublié de parler de tel film ou tel film. Non, je n'ai pas oublié de parler de ce film. Si je n'en ai pas parlé, c'est qu'il n'est pas dans mon top. Il n'était pas assez mauvais pour être mauvais, il n'était pas assez bon pour être dans les bons. Donc je n'ai pas oublié d'en parler. J'ai regardé tout ce que j'ai vu dans l'année et j'ai fait mon choix à partir de ce qui est dedans. Donc je n'ai pas oublié de le voir. Et c'est bien entendu un film sur les tops que j'ai vu dans l'année. Que 154 films sur les quasi 400 qui doivent sortir dans l'année. Donc évidemment que j'en ai loupé, évidemment que vous en avez peut-être vu qui sont meilleurs, peut-être que j'en aurais vu qui moi-même m'auraient plu plus que ceux que j'ai mis dans, ou plus déplu que ceux que j'ai mis dans les tops. Les choses sont ainsi faites. Il y a un moment, il faut prendre le point, l'instant T, et se dire, bon ben voilà, j'ai vu ça, et à partir de là, je vais faire un classement dans ce que j'ai vu. Cela dit, du coup, bien entendu, envoyez-moi vos tops, mettez vos tops dans les commentaires, je sais très bien que vous le faites tous les ans en plus, mais mettez vos tops dans vos commentaires pour voir ce que vous avez trouvé d'intéressant dans cette année. Mais voilà, mon top, il est fait comme ça, il est fait, il est définitif. Je n'ai pas oublié quelque chose et je ne me suis pas trompé d'avis sur un film. Il est comme ça, c'est mon top, à moi. D'accord ? À moi! Attaquons tout de suite. Numéro 10. Le Hobbit 3. Alors, très franchement, c'est presque pour la blague. C'est vraiment... J'ai même pas envie de le mettre dans le worst 10, dans le flop 10. C'est pas mauvais. La saga, la base est mauvaise. Je trouve que cette saga ne sert à rien et ne fait que du background et ne fait que de la backstory et n'explique n'a absolument rien d'intéressant à montrer. La preuve, c'est que le film lui-même se perd et se perd dans ses sujets. C'est censé être le Hobbit et finalement c'est les nains. Bon, ce qui est un peu le truc de base. Mais du coup, c'est aussi Legolas et c'est aussi machin. Le film se perd dans absolument tous les sens. Ça y est, c'est terminé. Donc vraiment, j'ai même pas envie de retaper dessus. J'ai même pas envie de remettre une couche. Fallait pas le faire. Ça ne plaît qu'aux fans. Si les fans sont contents, très bien pour eux, mais c'est pas un bon film, c'est pas un bon projet, et c'est pas... Fallait pas le faire, c'était pas une bonne idée. Mauvais choix, mauvais moment, mauvaise période. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais tout était déjà lancé, les équipes étaient présentes, il y avait déjà tout qui était fait, il fallait absolument tourner le film, et donc c'est pour ça qu'il y allait. Non! Le cinéma mérite mieux que de se précipiter dans des projets juste parce qu'on va perdre les droits et parce qu'il y avait du monde qui était là. Enfin, ça arrive, des projets qui tombent à l'eau dans le milieu du cinéma et des projets chers qui tombent à l'eau. Enfin, je veux dire, ne serait-ce que le Superman Lives de Tim Burton, qui aurait dû être sans doute une super production et qui était bien avancée. Ils l'ont complètement laissé tomber, donc oui, c'est grave. Mais dans le grand ordre des choses, c'est pas grave. J'aurais préféré ne pas avoir 3 films de Hobbit plutôt que d'avoir ces 3 films du Hobbit. Voilà, mais j'ai dit que je remettrais pas une couche, donc c'est tout. C'est vraiment pour trouver un 10e. Numéro 9, ça va être un peu plus compliqué. Allons-y. Numéro 9. 24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi. Alors, c'est vraiment un truc très particulier. Je suis
très mal à l'aise devant ma caméra à ce moment précis. Parce que c'est un film que je suis allé voir. Il est sorti cet été, il est sorti quand? Il est sorti un peu avant l'été, il est sorti le 30 avril. C'est donc un film sur l'affaire Ilan Halimi. Donc Ilan Halimi, c'est ce jeune juif qui a été enlevé par Youssouf Fofana, qui était un caïd de cité, on va le dire comme ça, et qui l'a torturé pendant des jours pour avoir une rançon, partant du principe que les juifs avaient de l'argent et étaient riches, et donc forcément s'il kidnappait un fils de juif, il aurait une rançon intéressante. Et il a fini par le libérer au bout de au bout de 24 jours, en le mettant en feu et en le laissant sur le bord d'une route. Il a été trouvé par quelqu'un et on a retrouvé ce jeune homme. Cette affaire a fait beaucoup de bruit parce que c'était l'illustration de l'antisémitisme latent en France et de plein de choses. Et enfin, on a voulu en faire beaucoup de choses en tout cas. Je sais pas ce que c'était à la base. J'en sais rien. Je trouve que ce film est mauvais et malsain. Pourquoi? Parce que quand je suis allé voir ce film, devant moi, la salle entière, c'était une salle de 200 places, c'était un Gaumont quelconque à Paris. Pas particulièrement un quartier juif, c'était Opéra, et peut-être, cela dit, que Opéra est un quartier juif, j'en sais rien, je m'en fous tellement, mais c'est fou comme c'est même mal à l'aise, on a envie de se protéger tout de suite. Il n'y avait que des kippas devant moi. J'y suis allé d'ailleurs avec un ami juif quand je suis sorti de la salle, je lui ai demandé de venir avec moi faire la vidéo. Je lui ai dit, si tu ne viens pas faire la vidéo avec moi, je ne fais pas cette vidéo. Je ne parlerai pas de ce sujet si tu ne viens pas m'aider. Il n'a pas pu venir, donc du coup, j'ai pas fait la vidéo. Quand on est sorti de la salle, les gens qui étaient dans la salle et qui étaient donc à 99% juifs étaient bouleversés, mais au très fond de leur être, quoi. Pour eux, je pense que ça devait être à la limite de voir Hitler revenir au pouvoir. Enfin, pour eux, c'était quelque chose d'absolument horrible. C'était la preuve ultime que leur religion, que leur communauté est toujours détestée et qu'on leur fait vivre des choses atroces. Et ils ont vu ce jeune homme, ils se sont tous projetés sur lui, ils sont tous identifiés parce qu'ils savent tous ils se disent tous qu'ils auraient pu être à sa place. Le problème, c'est qu'ils se disent qu'ils savent, mais non, ils se disent simplement. Ils se disent tous qu'ils auraient pu être à sa place et ils ont été bouleversés par le film. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je ne peux pas donner mon avis sur le film parce que j'ai détesté ce film pour plusieurs choses. La première, c'est le jeu d'acteur, qui est catastrophique. Mais pour tous les acteurs, on va excuser Zabou Bretman parce qu'elle est arrivée sur le projet au dernier moment, parce que l'actrice qui devait l'incarner à la base est malheureusement décédée. Et donc pour elle, on va pardonner, mais pour les autres, ça paraît un peu impardonnable. Mais enfin, c'est peut-être la direction d'Alexandre Arcadi. Concernant Alexandre Arcadi, il y a quelque chose d'extrêmement malsain dans ce film, c'est qu'ils essayent de traiter Youssouf Fofana comme un méchant de film américain. Toutes les scènes qu'il concerne sont tournées comme si c'était l'espèce de grand chef d'une organisation mafieuse américaine, le patron de je ne sais quel gang ou un truc dans ce genre-là, et il est toujours... Il y a un côté, un côté sublimé du personnage, sublimé dans la haine et la méchanceté, mais côté sublimé quand même, qui est très malsain. Enfin, je trouve que ça a été très mal géré. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était quelque chose qu'on pouvait faire, d'essayer de sublimer le personnage de Youssouf Fofana et d'en faire ce personnage comme ça charismatique qui a fait que les autres l'ont suivi. Mais tel que c'est fait, ça donne quelque chose de malsain. Je trouve que ça met vraiment en avant ce mec. Et alors évidemment, ça dit pas que c'est un gentil. Et bien sûr que non. C'est pas du tout la question. Bien sûr que le film ne fait pas la promotion de Youssouf Fofana. Vraiment, ça m'a mis hors de moi et très mal à l'aise en même temps. C'est-à-dire que je me suis dit, ce film est malsain, mauvais, et il faut condamner ça. Et en même temps, si je condamne ça, tous les gens qui se sont sentis touchés par le film vont se sentir attaqués, vont se sentir blessés, vont se sentir atteints, vont se dire, mais que quoi, comment ça, c'est pas vrai. Mais alors tu dis quoi? Tu dis que nous on fait des... C'était très particulier. Vraiment, je me suis senti très mal à l'aise de parler de ce film. Surtout que je me suis pris pas mal de choses dans la gueule cette année, donc je préfère faire attention. Et vraiment, je pouvais pas en parler, mais c'était pas un bon film. C'était pas bien fait. D'autant que oui, le film se présente comme la vérité et les éléments tels qu'ils sont. Le film est l'adaptation du bouquin écrit par la mère d'Ilan Halimi. Ce qui veut dire que c'est un parti pris quand même. Je veux dire,
bien sûr, elle va pas raconter n'importe quoi non plus, mais il y a quand même un parti pris, il y a quand même un point de vue spécifique. Quitte à adapter d'un livre, ça aurait été intéressant de le faire d'un livre extérieur, un livre qui a analysé l'enquête de l'extérieur, d'un point de vue plus ou moins objectif. Parce que là, du coup, clairement, on a mis l'accent sur les flics qu'on accuse d'avoir tout fait foirer. C'est, en gros, il y a un peu cette idée que un juif est enlevé et tout le monde s'en fout. La police ne fait rien, la police ne bouge pas. Et en gros, donc, le message serait que quelque part, la France a encore un problème d'antisémitisme et que si ça concerne un juif, tout le monde s'en branle et on va le laisser se faire torturer et crever, brûler, etc. Les choses sont présentées d'une mauvaise façon. Le film est présenté du point de vue de la mère qui instinctivement, toute juive qu'elle est, sent que son fils va mal et qui du coup dit mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Moi je sais bien qu'il se passe quelque chose qui va pas bien. Vous pouvez pas faire un film qui est basé sur ce point de vue. Vous pouvez pas faire le film qui est basé du point de vue de la mère, qui aime son fils plus que tout au monde, et qui, évidemment, quand elle ne le voit plus, mais même si s'était rien passé, même si s'était pas fait enlever par Youssouf Fofana, elle aurait imaginé le pire du monde. Donc on peut pas traiter l'affaire de ce point de vue-là, c'est forcément biaisé. Évidemment que elle trouve immédiatement qu'on fait pas assez ce qu'il faut. Si on se met du point de vue des flics, les flics ils suivent un protocole, ils suivent des règles, ils suivent des machins. C'est il y a un problème de neutralité qui n'est pas du tout atteinte dans ce film, et sur un sujet pareil, sur une communauté pareille, sur une actualité pareille, c'était pas possible d'être aussi biaisé. Il fallait avoir un point de vue neutre sur ce film. Et pour moi, c'est la grosse erreur de ce film. Et c'est pour ça qu'il est pas bien. Après, c'est pas le pire film de l'année, c'est pour ça qu'il est juste en neuf. Je veux juste en reparler au calme, maintenant que le truc est un peu passé, et encore que je suis à moitié comme ça, mais vraiment c'était pas un bon film, et j'ai pas du tout apprécié mon expérience devant le film, et quand j'étais très mal à l'aise de voir à quel point le public, juif en particulier, était réceptif au film. Je me suis dit, c'est pas bon. On entretient nos communautarismes d'une façon terrifiante en ce moment, et je trouve que ce film c'en est l'exemple typique. Donc voilà, 24 heures, j'ai pas du tout aimé, mais heureusement on va avoir d'autres sujets un peu plus légers. Passons au numéro 8. Sous les jupes des filles. Je vais pas rester très longtemps dessus non plus. Le projet est pas intéressant. C'est une féministe enragée qui a écrit un pamphlet anti-homme, qui l'a fait réaliser par Audrey Dana, sa meilleure pote, parce qu'elle était plus bankable et que du coup les producteurs ont misé sur elle, sauf que elle, comme elle savait pas faire un film, elle a fait un peu ce qu'elle pouvait. Ils ont essayé de rattraper le scénario anti-masculin en essayant de foutre des personnages masculins intéressants, mais ça marche pas du tout. La fin n'a ni queue ni tête, cette espèce de flash mob là sur le place du Trocadéro. Enfin, la nana à qui on fait ça, je serais à sa place, mon mec me ferait ce truc-là alors que il s'est passé tout ce qui s'est passé dans le film avant. Pour moi, c'est le motif de rupture. Pour moi, c'est ce moment-là où le mec, tu dis, mais attends, tu te fous de ma gueule. Après tout ce qui vient de se passer entre nous, après tout le bordel qu'on vient d'avoir dans notre couple, le seul cadeau d'anniversaire que tu trouves à m'offrir, c'est d'inviter toutes mes potes super bonnes et de les faire toutes danser sur le Trocadéro. Mais va te faire foutre! Enfin, il y a un énorme problème de traitement de personnage dans ce film. Encore une fois, un côté biaisé, mais trop biaisé dans un sens. Et vraiment, je ne vois pas ce que ce film apportait au niveau film pour filles. J'ai vu des filles parler de cul de façon directe et légèrement crade, un peu comme des mecs, ce qu'elles font dans plein d'autres films, parce que les mecs aiment bien écrire des nanas comme ça, justement. Et le point de vue qu'elle présente sur le monde extérieur et sur tout le reste, enfin, rien du tout. Plein de personnages complètement survolés qui n'ont aucun intérêt. Vraiment, ça se... Ouais, du vide. C'est l'effet que je viens de faire, c'est tout, quoi, c'est... Un petit pet fouf. Je suis en train... Oh mon dieu. Est-ce que je suis en train de penser que tout le générique a un thème vis-à-vis des menstruations? Et je viens de mélanger pet fouf et... Pardon. Et si on passait au numéro 7, hein? Est-ce que ce serait pas une bonne idée de passer au numéro 7, là, maintenant, tout de suite? Numéro 7. La vie rêvée de Walter Mitty. C'était le premier film que j'avais vu de l'année, comme quoi c'était mal parti, quand même, mais finalement ça s'est bien déroulé. Encore une fois, il y a plein de gens qui ont surréagi à ma surréaction. Ça peut être très bien, Walter Mitty. Si voir Walter Mitty vous fait rêver, d'accord. Mais, ce qui m'ennuie, c'est de vous faire rêver avec des choses aussi basiques et aussi bassement consuméristes. C'est-à-dire qu'en gros,
les fantasmes de Walter Mitty sont soit des délires de films hollywoodiens, donc pas vraiment une invitation au rêve, enfin, c'est juste un film hollywoodien un peu barré, quoi, mais c'est pas toute la séance où il était en train de faire du ski en chasse-neige sur la route, sur le goudron, un truc dans ce genre-là, enfin, c'est un gros délire de film, mais c'est pas, ça n'a rien de spécialement poétique ou envoûtant ou de très rêveur, justement. Enfin, le rêve, normalement, c'est plutôt la poésie ou les choses jolies. C'est d'ailleurs ce qu'ils font ensuite quand ils partent vers les beaux paysages et les choses dans ce genre-là, sauf que, pareil, ils font quoi? Ils vont dans tous les paysages un peu connus, quoi, le Groenland avec le volcan Eyjafjallajökull. Je sais bien parce que je sais le dire très vite. Le volcan Eyjafjallajökull qui a explosé, donc on nous montre en gros des... J'ai l'impression que ce film, en gros, a été vendu par Hollywood et des agences de voyage. Et ce sont les deux seuls rêves qu'on nous met dans le film. On a un personnage de base qui, en plus, n'a pas une vie de merde. C'est ça qui m'énerve, surtout, c'est que quand on présente un personnage comme ça, on présente un personnage qui a une vie de merde. Tu n'as pas une vie de merde quand tu développes les photos pour Life ou Time, c'est l'un des deux, mais un des plus gros magazines anglophones du monde. Le truc d'éditer à des milliards d'exemplaires, tu développes les photos de photographes renommés mondialement, et le mec te fait même une photo spécialement pour toi, parce qu'il sait que c'est toi qui développes ces photos quand il les envoie à Life Magazine. T'as pas une vie de merde! T'as une vie compliquée peut-être, mais t'as pas une vie de merde, et du coup c'est pas le personnage qui doit rêver. C'est pas le personnage qui m'appelle à avoir envie de le libérer de sa vie quotidienne et de son machin, c'est... Ta vie quotidienne est un peu plan-plan, mais... Ça va, quoi. Ton problème, c'est que tu t'arrives pas à trouver le courage d'aller parler à une nana, mais c'est pas du tout que t'es un rêveur qui fait rien dans sa vie et qui a une vie de merde. Ta vie, elle a des trucs accomplis, c'est juste que tu te réveilles pas, quoi. Justement, c'est que tu te réveilles pas, c'est que tu restes dans tes rêves au lieu de faire quelque chose, mais c'est pas... Et les rêves présentés étaient pas intéressants, donc je trouve que voilà, le personnage n'a pas à être dans ce film, les enjeux du personnage sont pas bons, et en plus, ils sont pas bien traités. La solution qui est proposée est pas bonne. Je sais pas si vous entendez Cléo en train de poser sa pêche, là, tranquillement, mais elle est en train de le faire en plein enregistrement de la vidéo, donc merci Cléo. Et donc voilà, je trouve que ça n'a rien. C'est vide de substance, c'est vide de contenu, et c'est pas un vrai rêve. C'est pas une vraie invitation au rêve. Vous voulez une vraie invitation au rêve, vous regardez l'Odyssée de Pi. Là, c'est une invitation au rêve. C'est un truc qui fait vraiment rêver. Vous regardez un film fantastique du style, je sais pas, l'Histoire sans fin ou des choses comme ça, mais c'est ça, non. Enfin, c'est pas des rêves, c'est pas un personnage qui a besoin de rêver, c'était surcaricatural en plus, le personnage du méchant, du boss, j'en ai pas parlé dans le vlog, pour ça je vais en profiter. Le boss méchant avec la barbe taillée en forme de barbe de bec méchant, quoi, ça va jusque là, et qui est méchant avec Mitty, mais on sait même pas pourquoi. Oui, c'est le genre de connard de base, du coup, mais c'est même pas spécialement méchant, c'est un peu moqueur, c'est un peu étrange. C'est un univers enfin, c'est pas réaliste du tout. Rien de ce truc n'est réaliste, donc du coup, les rêves font encore moins rêve par rapport au reste du truc. Tout est déjà tellement exagéré que pour moi, c'est un film qui marche pas. Si on commence à s'arrêter 2 secondes sur le scénario, qu'on regarde et qu'on prête attention au truc, on se dit non. Ça marche pas. Les enjeux correspondent pas au truc. C'est un peu comme Prometheus. Prometheus, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais moi j'ai juste vu un divertissement sympa et c'était cool. Oui, c'est un divertissement sympa. Prometheus, c'est des jolies images et une belle musique. Enfin voilà, c'est un divertissement sympa. Mais tu te penches dessus 2 secondes, tu te casses la gueule dans un ravin sans fond, quoi. C'est un abysse. Il y a rien pour tenir le script derrière parce que tout est foncièrement mauvais. Le scénario n'avance pas, ces personnages ne sont pas cons. Walter Mitty, on n'est pas à ce niveau-là des personnages qui sont cons, mais les personnages avancent trop. Il y a pas assez d'inertie dans ce film. Très bizarre. Enfin, je parle de façon très métaphorique, bien sûr. Pour faire très artiste. Passons au numéro suivant. On en est où? Le 6. Passons au numéro 6. 3 cœurs. Là encore, alors c'est l'avant-dernier dans ce cas-là, mais c'est vraiment trouver un truc pour combler parce que c'est pas honteux. D'ailleurs, Walter Mitty n'était pas honteux non plus, et tout ce dont j'ai parlé avant n'était pas honteux. 3 cœurs, parce que c'est voilà le drame romantico-comique français classique. C'est même surprenant qu'il n'y ait pas Sophie Marceau dedans, parce qu'en principe, elle en fait un par an. Je pensais qu'elle serait dans celui-là. C'est très basique,
très mal écrit. Vraiment, je l'avais dit à l'époque, mais ce script avait 30 ans de retard. Il y avait des choses qui marchaient pas du tout avec le monde dans lequel on vit, juste simplement, le monde actuel. Ça vaut pas le coup. Pourquoi faire ça? En plus, il y a des bons acteurs dedans et c'est plutôt bien réalisé. Mais ça vaut pas le coup, quoi. Et puis, cette chose très étrange, cette musique de thriller, qui est volontaire. Hein. Il a vraiment dit, je voulais une musique de thriller sur mon film d'amour, parce que pour moi, c'était un thriller sentimental. Alors, si tu veux, mais enfin, ça fait tellement surfait, ça fait tellement... Non, enfin, vraiment, mauvais, pour moi, de mauvaises intentions, de mauvais choix. Mais encore une fois, voilà, c'était pas honteux. Alors, le suivant va être un petit peu plus honteux, mais encore, pareil, on reste à peu près tranquille. Passons au 5e. Le 7e fils. Une des dernières éditions au film que j'ai vu dans l'année, du coup, voilà, encore une fois, il fallait pas faire ce projet. Alors, je vais juste, du coup, encore profiter pour corriger un petit truc sur le vlog que j'ai fait à l'époque. J'ai dit à un moment, je ne sais pas quel est le pire entre le bouquin et le film. Ça veut pas dire que je pense que le bouquin est nul. Je sais, c'est l'impression que donne la phrase. Parce qu'effectivement, j'ai utilisé une mauvaise phrase, j'aurais pas dû dire ça. Mais je ne pense pas que le bouquin soit nul. Évidemment, je n'ai pas lu le bouquin, donc j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. J'ai effectivement une arrière-pensée qui me dit le mal peut pas venir de nulle part. Il doit forcément y avoir quelque part quelque chose dans le bouquin d'origine qui devait déjà pas être bon à la base pour qu'on en arrive là. D'après ce que j'ai entendu sur le retour sur le 7e fils, il semblerait que ce soit possible. Il y a des gens qui prennent des licences et qui font n'importe quoi avec, du moment que ce soit juste globalement dans le même univers, et qu'on reprenne les personnages, mais à part ça, apparemment, il n'y a rien qui ressemble au bouquin d'origine, à part l'histoire de la Lune Rouge et de Malekin qui revient, mais pour tout le reste, ce ne sont que des additions au script déjà à l'origine, et en plus, c'est un truc ultra édulcoré, parce qu'apparemment, l'Épouvantard à la base, c'est un truc ultra gore, ultra glauque, avec du sang partout, avec des trucs qui foutent les boules, enfin, c'est de l'horreur fantasy. C'est pas du tout ce que fait le 7e fils, qui est un truc insipide et informe, qui n'avait aucune raison d'exister, quoi. C'est du gâchis d'argent et du gâchis de talent, parce que je pense pas que les gens qui l'ont fait étaient forcément mauvais, en particulier Ben Barnes. Qui le pauvre d'ailleurs, il est sur je suis abonné à sa page Facebook, et à un moment il a posté une affiche du 7e fils, il a dit, on vient quasiment de me forcer à mettre cette affiche en ligne sur mon Facebook, hein, donc je suis désolé mais voilà l'affiche. Je crois que même lui déteste le film dans lequel il vient de jouer, et évidemment les acteurs sont conscients que ce film est pas bon, tout le monde devait être conscient que ce truc était pas bon, mais comment est-ce qu'on peut porter un projet jusqu'au bout en étant conscient de ça, alors qu'il y a des super bons projets qui ne se font pas. Ça, c'est du gâchis aussi. C'est marrant, ça arrive beaucoup avec la fantasy. Entre le Hobbit et le 7e fils, parce que, non, le Hobbit n'est pas autant du gâchis et n'est pas aussi révérencieux à son sujet d'origine que le 7e fils. Ça n'a même rien à voir entre les deux. Je veux dire, il y en a un qui est ultra fan et ultra fidèle, entre guillemets, à son adaptation, et l'autre qui fait n'importe quoi avec. Mais ça arrive beaucoup en fantasy, quand même, d'avoir des trucs qui sont... qui n'ont pas d'intérêt et qui ne devraient pas être faits, et on continue quand même à les faire. On se dit, pourquoi, quoi? Ça pousse vraiment tant que ça les gens à aller en salle de voir un troll, qu'on s'en fout que le troll soit nul. Très très bizarre. Non, mal écrit, que des clichés, très basiques, très mauvais, enfin bref. À jeter, excusez-moi, mon portable a vibré, à jeter, il y avait rien de bon là-dedans. Tarzan. Bouh, attention au lobby gay. Le nombre de mecs qui me mettent ça en dessous de chaque vlog que je fais sur un film avec quand je parle d'homosexualité dans mes vlogs. C'est fou, quoi. Non, je fais pas partie d'un lobby gay. Je suis PD, donc j'ai envie de parler de moi, quoi, de ma sexualité. Enfin, il y a des moments où ça me touche, quoi. C'est quelque chose auquel je pense. Je veux dire, si toi t'es boucher charcutier, tu vas remarquer les bouchers charcutiers dans les films. Moi, je remarque les PD et les allusions qui sont faites aux PD. Voilà, quoi. Oui, j'utilise le terme PD aussi. Je me le suis réapproprié depuis très longtemps. Le problème que j'ai eu avec Tarzan, c'était typiquement ça. C'est le film en lui-même est pas bon. C'est-à-dire que la réinterprétation de l'histoire de Tarzan est pas bonne, pas intéressante, va complètement de nulle part, enfin complètement à l'ouest. C'est une espèce d'histoire de météorite qui tombe avec des pouvoirs étranges et des machins. Enfin, vraiment le truc très surprenant. Cela dit, il semblerait que ce soit
proche des histoires d'origine de Tarzan. Il est vrai que pendant la seconde révolution industrielle, on aimait bien avoir des histoires un peu débiles et qui allaient un peu dans tous les sens. Donc c'est pas impossible que les romans d'origine traitent vraiment de ce genre de choses. Mais là, quand même, ça fait un peu brusque et un peu direct. C'est pas du tout l'image qu'on a du truc, ce qui n'est pas un mal en soi. On pourrait très bien le refaire. Mais à ce moment-là, évitons de le remettre dans une période moderne. Évitons de leur mettre des hélicoptères, des machins en genre-là. Je veux dire, c'est parce que typiquement, ça crée des problèmes de scénario. Je veux dire, le mec qui passe 6 mois à chercher son putain d'astéroïde, il est en hélicoptère, le machin, ça fait un monticule comme ça, qui fait 250 km de diamètre, c'est visible à 36 000 bornes devant le paysage, mais non, le mec, il l'a pas trouvé en 6 mois, quoi, c'est... Donc, en soi, le film est très mauvais, très mal écrit, les personnages sont pas intéressants, enfin, c'était pas cool du tout. Les designs, il y a des gens qui trouvent que c'est moche, moi j'aime bien, au moins ça change, au moins c'est neuf. Je suis content moi de voir enfin un peu d'animation avec des personnages un peu différents arriver à l'écran, ça fait du bien de plus avoir toujours les mêmes designs et les mêmes personnages. Mais vraiment, ce qui m'a scandalisé, c'est cette fin. Le reste du film était déjà pourri, donc j'avais déjà décidé de pas aimer le film en sortant de la salle, mais quand j'ai entendu cette phrase de fin, effectivement, ça m'a scandalisé. Parce que c'est quoi le problème? La phrase de fin, c'est « Il a trouvé la chose la plus importante au monde, l'amour d'une femme ». Non. Non. Vous ne pouvez pas dire quelque chose d'aussi définitif et d'aussi clair dans un film pour enfants, en plus aussi mauvais, mais dans un film pour enfants, et ne pas penser à ce que ça peut provoquer. Je ne dis pas que tous les enfants qui vont voir Tarzan vont finir à casser du PD à 3h du mat avec des battes de baseball entre potes dans un coin de rue. Enfin, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis que quand on met des enfants devant des films comme ça, tout ce que vous voyez en tant qu'enfant vous marque. Tout ce que vous voyez en tant qu'enfant crée votre personnalité et crée ce que vous voyez. Ce qui est compliqué, par exemple, quand on est gay, c'est qu'on n'a pas de modèle de référence de couple gay. C'est très compliqué. On a souvent des références pour des relations sexuelles, ou des relations un peu hautes, des trucs un peu trash, un peu machin, des histoires un peu glauques, un peu compliquées, mais des histoires qui se passent bien, cool, avec juste un couple, un machin qui se passe... On n'en a pas beaucoup. Donc c'est compliqué pour nous d'avoir des modèles de couple idéal ou de couple qui marche bien. Parce qu'on a souvent dans les modèles hétérosexuels, on a souvent des bons couples et des choses genre là. Donc quand on a un film pour enfants qui, alors que pendant toute sa vie on ne va jamais voir un modèle sain de couple homosexuel, ce qui est en train de changer, enfin encore heureux. D'ailleurs j'en parlerai dans ma wishlist vite fait. Mais que quand on finit ce film en disant que la plus belle chose sur Terre c'est l'amour d'une femme, spécifiquement d'une femme. Déjà, pour les femmes elles-mêmes, je sais pas ce que ça vaut. Alors, il y a le côté, oui, c'est cool d'avoir... c'est notre amour qui est le plus cool à avoir. D'un autre côté, ça veut dire qu'elles ont que de l'amour de merde, puisque si elles ont pas le meilleur amour du monde, elles ont un amour qui est forcément moins bien. Donc elles sont forcément moins bien loties. Et pour ce qui est des autres sexualités, ça veut dire que allez vous faire foutre, enfin, vous n'êtes pas une belle chose non plus, enfin, vous n'êtes pas la plus belle chose du monde non plus. C'est la plus belle chose du monde, c'est l'amour. Et ce qui me scandalise, c'est que combien de films ont ce message? Combien de films se terminent en disant la plus belle chose du monde, ce qui nous a poussé à nous sauver, ce qui nous a poussé à nous battre contre Voldemort, ce qui nous a poussé à machin, c'est l'amour, c'est machin, c'est le respect, c'est l'entraide, c'est l'amitié, c'est tout. Ça fait tellement longtemps qu'on dit l'amour sauve tout. Pourquoi d'un seul coup préciser l'amour d'une femme? Moi, c'est ça qui m'a scandalisé, c'est de pourquoi t'as eu l'idée? Juste l'idée. Pourquoi avoir envie de préciser? C'est ce qui me fait me demander, effectivement, si il n'y a pas quelque chose à la base du mec contre, un message à faire passer ou quelque chose. Peut-être, il a le droit d'avoir ses opinions, mais il y a des producteurs derrière, il y a des acteurs qui jouent les rôles, il y a des, enfin, il peut pas faire tout ce qui lui passe par la tête non plus, quoi. Et un réalisateur qui a envie de dire que c'est cool de remettre en place la Shoah, il va pas faire un film pour remettre en place la Shoah. Il y a quelqu'un qui va lui dire, écoute, t'es gentil mon coco, mais enfin, tu fais pas ça, quoi. Donc, voilà, ça m'a choqué, je trouve pas ça normal qu'un film pour enfants se termine comme ça. Il faut faire très attention avec les films pour enfants. C'est aussi pour ça que on me demande souvent pourquoi je parle pas de films d'animation. La plupart des films pour enfants n'amènent que des messages écolos à la con et des messages débiles. La seule chose qu'on apprend à nos enfants, c'est à être des lavettes écolos et à croire au pouvoir de l'amour, etc. Et c'est tout.
Ils sont où les dessins animés qui prenaient les enfants pour des adultes, qui leur disaient, bah, des fois vous allez devoir vous battre dans la vie, des fois ça va être compliqué, des fois vous allez avoir des histoires glauques, des fois il y a des gens proches qui vont mourir, des fois ça va pas être bien. Les dessins animés de Don Blunt et tout ça, Don Bluth, pas Don Blunt, ce serait autre chose. Mais enfin voilà, c'est pas, c'est dangereux. Enfin quand vous traitez, c'est pas dangereux. Quand vous traitez quelque chose qui est destiné aux enfants, vous devez faire attention à ce que vous mettez dedans, parce que ça marque. Quelque part, ça peut marquer les enfants. Moi, tout ce que j'ai vu petit, ça m'a marqué, mais à vie. Des musiques que je entends, des images que je revois, des phrases, des machins, il y a des choses comme ça qui m'ont marqué à vie, quoi. C'est des choses que j'ai vues dans des films qui m'ont fait dire, bon, bah, je sais pas, moi, ce que je vais vous dire est pas vrai, parce que, évidemment, ma mémoire ne marche pas, donc je ne peux pas retrouver une information, mais on va dire, j'ai vu un film où un enfant a mis sa main sur la plaque de cuisson et ça a brûlé, donc du coup, j'ai fait exprès de pas mettre ma main sur une plaque de cuisson, mais c'est le film qui m'a indiqué de faire ça, c'est pas mon expérience réelle. Il y a beaucoup de choses qui nous construisent viennent des films, et c'est pour ça que c'est très important de faire attention à ce qu'on met dans un film, et on termine pas un film en disant que la plus belle chose du monde, c'est l'amour d'une femme. C'est l'amour tout court. C'est vrai que je regarde en... Ben non, d'ailleurs, il était en VO, donc oui, forcément, il l'a dit aussi en VO. Voilà, c'est pour ça que Tarzan, ça m'a fait chier. C'est pas une question de lobby gay, c'est juste une question de pourquoi t'as envie de me taper, connard, quoi. C'est une claque de recevoir un truc comme ça. C'est évidemment, c'est peut-être pas envoyé comme une claque, j'en doute, vraiment. Mais c'est peut-être pas envoyé comme une claque, mais c'est une claque quand même, quoi. Alors, tu t'es pas rendu compte que tu m'as fait mal, mais tu m'as fait mal quand même. Donc voilà, je trouve pas ça normal de finir un film pour enfants comme ça, et je trouve qu'il y a des choses beaucoup plus constructives à faire. En particulier, je vais en parler un peu plus tard, mais ce qu'a fait, je vais vous le montrer même comme ça sera fait. Voilà, ce film-là, l'étrange pouvoir de Norman, qui s'appelle Paranorman en version originale, qui est beaucoup mieux que Pas très normal activité. Ça, à la fin de son film, ça fait un truc très très bien pour l'ouverture d'esprit des jeunes, etc. C'est juste une blague et ça passe super bien. Donc voilà, mais Tarzan, non. C'est pas une question de lobby gay, c'est juste que, bah ouais, je me suis senti agressé, enfin, pas agressé, je commence à ressembler à une féministe, mais je trouve pas ça normal de finir un film comme ça, et je considère donc que c'est pas bon et que c'est pas un bon film. Déjà à la base, pour tout ce qu'il y avait à la base, mais qu'en plus, il a un point de vue plutôt amoral, je trouve, et voilà. Je trouve pas ça moral de finir un film comme ça. Et parce que ça me concerne, c'est tout. Voilà, c'est normal, mais ça me concerne. Bref, passons au numéro 3. Métamorphose. Et si je faisais partie d'un lobby gay, je le remettrais dans un top plutôt que dans un worst, ce film-là, parce que Christophe Honoré, c'est un mec qui est plutôt reconnu dans la communauté gay. Parce que le film d'auteur français typique, qui se branle la nuit, qui veut se faire des effets, mais qui les travaille pas suffisamment bien, qui veut se faire trop arty, mais du coup le mec il a pas eu le choix, il a fallu qu'il tourne avec une Alexa avec une bonne qualité d'image, donc bah forcément son truc arty il passe moins bien, parce que c'est mieux quand on a une mauvaise qualité d'image, quand on veut faire des images un peu poétiques, un peu étranges. Là du coup quand on a une qualité ultra définie de numérique 2K, effectivement ça fait pas le même rendu. Ça n'a ni queue ni tête, ça n'a pas de sens. C'est le mec qui dit, alors c'est quelque chose que disent beaucoup de réalisateurs. On a pris des acteurs non professionnels pour qu'ils aient un jeu un peu différent. Oui, si vous voulez, à condition qu'ils aient un jeu. Il y a une différence entre avoir un jeu vidéo, un jeu différent et ne pas savoir jouer. Alors effectivement, un acteur qui sait pas jouer, ça te fait un jeu qui est très surprenant et qui est très inhabituel. Parce que d'habitude, on met des acteurs qui savent jouer. Peut-être d'ailleurs savent-ils jouer, les acteurs qui sont dans le film, mais que Christophe Honoré ne les a pas dirigés vers un jeu plus réaliste, parce que justement, il avait envie de les garder dans cette instabilité, ce côté naturel, presque non travaillé, brut. Vous voyez, mon Dieu. Tout dans le film m'énerve. L'intention de reprendre Ovid quelque part, mais quelque part non. Parce que le cinéma, c'est aussi l'adaptation de grands textes, et c'est intéressant d'aller rechercher des choses comme ça qu'on n'a pas été chercher depuis très longtemps. Et en plus de le faire tel qu'il l'a fait, c'est-à-dire en essayant de conserver une morale, la morale d'époque, la morale des dieux de l'époque, et pas d'essayer de l'adapter vraiment au comportement moderne. Mais quand même, Ovid, aller chercher Ovid et se la dire je vais réadapter les métamorphoses d'Ovid. Oui, d'accord, si tu veux. Et
la façon dont il le fait, quoi, c'est pas, il a réinterprété des histoires de façon complètement différente de ce que fait Ovid, mais qui était faite par d'autres personnes. Donc pourquoi si tu refais Ovid, fais-le à la façon d'Ovid, fais-le pas à la façon d'une autre personne. C'est ça le truc, c'est encore une fois des intentions qui sont pas retrouvées dans tous les moments de la réalisation. Le découpage de l'histoire en plusieurs chapitres qui avait pas beaucoup de sens non plus. Le jeu était vraiment insupportable. Les effets de montage qui étaient pas bons non plus. Cette idée que, oui, voilà. Si tu veux tourner un film en le faisant mal, entre guillemets, c'est-à-dire film fan footage, caméra à la main, ou film tourné au caméscope DV, ou un truc dans ce genre-là, fais-le vraiment au caméscope DV, fais-le vraiment mal. C'est ce que je dis avec la Alexa, c'est que manifestement il voulait avoir une image pourrie. C'est parce que vu comment il la traite, vu comment il la monte, vu comment il l'édite, vu comment il l'étalonne, vu comment il voulait avoir une image pourrie. Vu les effets spéciaux qu'il fait, l'effet spéciaux du mec qui marche au fond de la mer, au fond du lac, c'était évident qu'il voulait une image beaucoup plus crade et sombre que ça. Mais si tu la veux, fais-la. Déjà, l'étalonnage, tu peux rajouter des trucs, tu peux, mais à la limite, voilà, on te dit, je veux que tu tournes en numérique, prends une caméra numérique de mauvaise qualité. Si tu veux faire un mauvais truc, prends un caméscope DV qui marche pas bien, prends un truc, mais ne prends pas une caméra d'ultra bonne qualité numérique, ultra définie, pour faire des images moches, parce que ça rend pas bien. Des images moches, ultra bien définies, ça rend juste l'impression que c'est moche. Alors que si ton support accompagne ta décision, il y a une intention de réalisation qui est beaucoup plus concrète et qui est beaucoup plus présente et qui est visible et qui a un sens parce que ce qui est filmé aboutit à l'image qu'il a envie d'avoir. Là, je pense que c'est pas les images qu'il avait envie d'avoir dans ce film-là. Et oui, ce côté complètement, enfin, faux raccord complet, etc. Alors, il y a un côté qui peut être justifié par le côté féerique et fantastique le côté mythologique, mythique de l'histoire, puisque ce sont des dieux et des hommes. Mais à ce moment-là, il faut que ça se retrouve dans plus d'aspects de la mise en scène. Je veux dire, il y a juste certains moments très précis où quand il lance un sort, on a un espèce d'effet de raccord complètement déspatialisé. On n'arrive pas du tout à comprendre où a zoomé l'image, où est-ce qu'on est, dans quel sens, dans quel truc, et on s'en rend compte que quand le cadre évolue. Mais qui se retrouve pas dans le reste du film. Il y a aucun autre moment où les montages sont aussi mauvais, sont aussi étranges, sont aussi... Oui, étranges surtout, parce que mauvais, c'est pas vraiment le temps. Étrange, ce serait plus le terme. Donc voilà, encore une fois, un truc qui me paraît un peu pédant et pas tenu jusqu'au bout, donc pas de quoi être pédant. Voilà, a priori, c'est mon gros reproche sur les métamorphoses. Passons au numéro 2, qui risque d'être assez rigolo. Adieu au langage de Jean-Luc Godard. Pas parce que c'est mauvais. Parce que, effectivement, il s'est passé quelques petites choses dernièrement. Alors, si vous n'êtes pas sur Facebook, vous n'êtes peut-être pas au courant. Mais je suis rentré dans la cour des grands, puisque désormais je me fais insulter sur des radios nationales par l'ex de Carla Bruni, donc ça me paraît, je trouve que c'est formidable. Qu'en est-il véritablement de mon avis sur Radio au Langage? Oui, pour moi c'est un des pires films que j'ai vu cette année. Et je déteste le cinéma de Godard, et je déteste ce qu'il a amené au cinéma, et je déteste ce qu'il a amené à la Nouvelle Vague. Mais, bien entendu qu'il a le droit de faire son cinéma. Je serais vraiment le dernier des cons avec ce que je défends dans mes vidéos et ce que je défends comme pluralité et diversité du cinéma, de lui interdire de faire du cinéma. Je reviendrai même pas sur ce qu'il m'a reproché dans la vidéo parce que je m'abaisserai pas à réexpliquer ça. Il suffit de voir le vlog et l'explication est dedans. Mais bien sûr que je m'en fous, il fait ce qu'il veut. Je savais que j'allais devoir aller le voir, je savais que ça allait être une expérience désagréable, ça a été une expérience désagréable, je vais pas dire que c'était génial, enfin voilà, je n'ai pas supporté mon expérience devant le film, je sais exactement pourquoi, je sais que c'est pas parce que c'est mauvais. En revanche, là où je disais que c'était mauvais, et là où mes reproches étaient justifiés, c'est que le mec vient en te disant qu'il va t'apprendre à faire de la 3D, alors que c'est son premier film en 3D. Et ça, je trouve ça un peu scandaleux. Encore une fois, tu l'as jamais fait, donc dis pas que tu vas donner des leçons à tout le monde. Sois humble. Dis, je fais mon premier film en 3D. Point. Dis pas... Enfin, n'essaie pas d'en faire un espèce de démonstration de ce que doit être la 3D ou quoi que ce soit. Encore que... C'est ça qui est paradoxal avec lui. Lui-même, il l'a pas présenté comme ça. Et lui-même dit régulièrement, mais si on n'aime pas mes films, tant pis, il y a des cinémas pour...
C'est ça qui est bizarre. Godard et moi, on a presque le même discours. Il dit, si les gens n'aiment pas mes films, tant pis, ils iront regarder un film de Sam Peckinpah et peut-être qu'ils vont trouver ça rigolo et ils iront plus que le mien. Il y a des cinémas pour tout le monde. Godard, c'est pas le mien. Ce n'est pas mon cinéma. C'est un cinéma que je déteste, qui me sort par tous les pores de la peau. Pour autant, voilà quoi, je vais pas foutre le feu aux copies. C'est pas Prometheus mériterait que je foute le feu aux copies. Ça, c'est un mauvais film et c'est une insulte au cinéma. Godard, il fait chier, mais c'est tout. Enfin, c'est un vieux papy qui est chiant à bougonner dans sa barbe, mais il est inoffensif, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de mal? C'est sans vouloir dire qu'il n'a plus aucun impact, au contraire. Enfin, je veux dire, tous les critiques ciné, tous les petits bourges du 16e et tout dans ce genre-là, enfin, tous les gens qui sont habitués, dont on pense naturellement qu'ils seront fans de Godard, ont été émerveillés par le film, ont trouvé que c'était fantastique et qu'il avait encore une fois prouvé quelque chose de neuf, et à côté on va dire que Besson a fait de la merde. Bien sûr, chacun son cinéma. Chacun fait son truc, chacun fait sa sauce. Ce n'est pas ma sauce. Je n'aime pas cette sauce. C'est trop piquante pour moi, ça passe pas. Donc voilà, et nous allons passer ensuite au numéro 1. Alors, roulement de tambour, ça a été plutôt facile de déterminer celui-ci, parce que je savais que j'avais détesté ce film, mais par chaque seconde du film. Donc, c'était beaucoup plus simple. Numéro 1. Eastern Boys. Lobby gay. Non, pas un lobby gay, juste la pire insulte à la communauté homosexuelle que j'ai vue de ma vie. Je ne comprends pas comment ce mec a pu faire ce film. Et comment il a pu le faire en ne se rendant pas compte du mal qu'il allait faire. En faisant un film qui est censé être un oratoire pour l'adoption par les gays, pour l'adoption par les couples homosexuels, mixtes, etc. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce serait comme si... Allez, on va rester dans le thème de ce dont quand je suis parti au début du truc. C'est comme s'il y avait un juif avec le nez comme ça, les doigts crochus, une bague en or sur chaque doigt, un truc machin. Aller voir Hitler pour lui dire « Mais tu sais, nous les juifs, on n'est pas comme ce que tu dis. » Vraiment, c'est ça, quoi. C'est comme... tout ce qu'il faut pas faire, il le fait. Il prend un adulte, il le fait tomber amoureux d'un petit minet qui est à moitié mineur, qui est une pute importée des pays de l'Est, qui sait à peine parler de français, importé, ça fait pas très gentil de dire ça, enfin bref, émigré des pays de l'Est, qui sait à peine parler français, qui va se taper tranquillement avec du sexe dépressif, filmé dans le noir, avec des machins, des mecs qui jouissent en 2 secondes, parce qu'évidemment c'est du cinéma d'auteur, donc on peut pas faire du sexe heureux dans un film d'auteur, pour finir par décider de l'adopter. Mais comment tu veux que ce film fasse dire à ces connasses qui t'expliquent que ça va provoquer le jugement dernier et que si les homosexuels veulent adopter des gosses, c'est pour les enculer. Comment veux-tu que ça les fasse changer d'avis? Comment veux-tu qu'ils changent d'avis quand tu leur montres précisément ce qu'ils dénoncent? Le mec veut enculer un petit jeune et ensuite a voulu en faire son fils. Limite, il était... À la limite, si on veut justifier le truc, si on veut expliquer ça moralement, c'est que le mec ne s'est pas rendu compte que l'amour qu'il portait pour ce jeune homme était un amour qu'on porte pour un enfant, en gros. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, son vrai désir, c'était d'adopter, en fait, c'est ce qu'il essaye de nous faire dire. C'est ce qu'il essaye de faire dire. Et a confondu ça avec un désir sexuel, et donc l'a enculé tranquillement. Comment, dans ta tête, comment le raisonnement logique se fait pour que ça devienne quelque chose pour défendre l'adoption pour les couples homosexuels? C'est l'inverse. C'est l'exact inverse. Et évidemment, je m'énerve. Évidemment, je suis insultant. Évidemment, je traite le mec de connard. C'est... comment... Je sais pas comment... Quel rapprochement trouver pour essayer d'expliquer à quel point c'est honteux et ça fait mal, quoi. C'est... Le pire truc au monde à prouver, enfin vraiment à part l'exemple du juif avec les nez crochus, les doigts comme ça, et il va le voir en mangeant un enfant, quoi, à la limite. Il va voir le juif avec le nez comme ça, les doigts, le nez, et les bagues et le machin et de l'or partout, va le voir en ayant des doigts d'enfant qui mange en snack, quoi. C'est
pour aller jusqu'au bout de la caricature. Enfin, je veux dire, ça va jusque-là. C'est dingue! Comment est-ce qu'on peut faire une connerie pareille? Ça me bouffe jusqu'au plus profond de moi. Je suis à moitié en train de suer et tout. C'est scandaleux de faire un film pareil. C'est un scandale. Je suis outré par ce film. Et pour moi, c'est le pire film de l'année. Mais définitivement, enfin, vous ne verrez aucun film m'énerver comme ça. Godard, c'est de la pisse de chat, de nouveau-né à côté, quoi. Ce truc m'a bousillé l'intérieur, quoi. J'exècre ce film. C'est le pire truc. Ah, ramassis de conneries. Voilà. C'était ça, le numéro 1. Alors voilà, maintenant je vais prendre mon Xanax, je vais prendre mon Tranxène et je vais essayer de me calmer un petit peu. Et puis je vais attaquer la liste des meilleurs films. Ça va être, à mon avis, beaucoup plus sympathique à faire et beaucoup plus rigolo. Je vous retrouve donc pour les top 10, et puis ensuite pour la wishlist, et après pour le bilan. Wishlist, vous irez voir si ça vous intéresse ou pas. Il y a quelques vlogs du coup qui sont faits par l'intermédiaire de la wishlist sur des films que vous n'avez peut-être pas vus. A tout de suite.